La région du Gévaudan, aujourd'hui la Lozère. Une terre rude et sauvage, une contrée montagneuse et boisée où la nature dicte sa loi. Au XVIIIe siècle, la vie est particulièrement difficile. Les hivers sont rudes, les récoltes incertaines et les routes mal entretenues rendent les déplacements périlleux. La population, en grande majorité paysanne, lutte quotidiennement contre les éléments et les bêtes sauvages. Cette région reculée devient pourtant le théâtre d'un épisode sanglant qui marquera durablement les esprits. L'histoire de la bête du Gévaudan. Cette histoire rappelle étrangement d'autres affaires plus anciennes, comme celle de la lycanthropie d'Ol, en 1573. À cette époque, un certain Gilles Garnier avait été accusé d'être un loup-garou après que plusieurs meurtres sur des jeunes enfants eut lieu. Reconnu coupable d'avoir tué et dévoré les jeunes victimes, il avoua sous la torture au XVIIIe siècle, affirmant qu'il utilisait un onguent magique pour se transformer en bête. Condamné pour sorcellerie et anthropophagie, il fut brûlé vif sur le bûcher, laissant derrière lui une peur et superstition qui durera dans le temps. À nouveau, les rumeurs se propagent, les victimes mutilées, mais cette fois l'ennemi n'est pas un homme déguisé ou un criminel errant. C'est une créature insaisissable d'une férocité émue, une bête hors norme qui va plonger toute une région dans l'angoisse et la terreur. Le Gévaudan du XVIIIe siècle est une région rude et isolée. Les villages sont parsemés de forêts épaisses, des montagnes escarpées et des plateaux balayés par le vent. La population vit de l'agriculture et de l'élevage. On ne sort guère de chez soi après la tombée de la nuit. Les routes sont peu sûres. Les bois abritent des loups et le diable y rôde parfois sous d'autres formes. Les protagonistes de cette sombre histoire sont des paysans, des bergers, des jeunes filles isolées dans les champs. Parmi elles, Jeanne Boulet, une jeune bergère de 14 ans originaire du hameau de Léhubac, est chargée de surveiller un petit troupeau de moutons. Elle est décrite comme une enfant sérieuse et appliquée, appréciée de ses voisins pour sa discrétion et son courage. Habituée aux longues journées passées seule dans les pâturages, elle sait reconnaître les dangers qui rôdent dans les forêts avoisinantes. Pourtant, ces derniers jours, elle semble préoccupée. Elle connaît les bois, les sentiers, comme sa poche, mais cette fois, l'inquiétude la gagne. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulent. Des silhouettes rôdent. Des bêtes disparaissent. Des voisins rapportent des hurlements nocturnes inhabituels. Bientôt, ce ne sont plus les animaux qui sont en danger. Le nom de Jeanne Boulet restera dans l'histoire, comme celui de la première victime officiellement reconnue de la bête. Elle fut dévorée le samedi 30 juin 1764 près de Saint-Étienne de Lugdarès, marquant le début d'une série d'attaques qui plongeront toute la région dans l'effroi. Merci Marcus. Au-delà des loups, les bois du Gévaudan abritent une faune sauvage, variée et redoutable. Les lynx, discrets et insaisissables, se fondant dans le paysage avec une aisance inquiétante. Les sangliers, corps robustes et aux défenses acérées, labourent la terre en quête de nourriture. Leur charge soudaine peut vous être fatale. Les cerfs, quant à eux, sont les souverains majestueux des clairières, dont leurs grands bois surplombent majestueusement l'horizon. Toujours aux aguets du moindre danger. Mais un autre prédateur, jadis craint et respecté, est en train de disparaître silencieusement. L'ours brun. Autrefois maître incontesté, il est traqué impitoyablement par l'homme, accusé de s'attaquer aux troupeaux et aux récoltes. Chaque battue organisée réduit considérablement sa population, jusqu'à le rendre presque inexistant sur les terres qui fut autrefois sienne. Son absence laisse un vide dans l'écosystème fragile du Gévaudan. Dans ce décor où chaque animal a un rôle, une nouvelle présence surgit, plus grande, plus féroce, plus insaisissable,
Une créature que nul n'a jamais décrit avec certitude, et dont la simple évocation glace le sang des villageois. Une menace venue troubler un équilibre déjà précaire. Marcus? Tout commence en juin 1764. Jeanne Boulet, une jeune bergère de 14 ans, est retrouvée morte dans un champ proche de son village. Son corps est atrocement mutilé, la gorge est arrachée, les membres déchiquetés, comme si une force titanesque s'était acharnée sur elle. Dès les premiers témoignages, on évoque un loup, mais les blessures ne correspondent pas aux attaques habituelles de ces prédateurs. La violence extrême de l'attaque choque les habitants, et très vite la peur s'installe. Au fil des semaines, la liste des victimes s'allonge. Enfants, femmes, bergers, personne n'est épargné. L'ennemi semble frapper sans discernement. Les descriptions recueillies auprès des survivants et des témoins varient, mais un point revient avec insistance. La créature est immense, bien plus grande qu'un loup ordinaire. Certains affirment même qu'elle se dresse parfois sur ses pattes arrière, qu'elle possède une intelligence malveillante et une ruse qui dépasse l'instinct animal. Cette étrangeté alimente les superstitions et les terreurs nocturnes. Face à cette menace insaisissable, les premières battues sont organisées. Armés de faux, de fourches et de mousquets rudimentaires, les paysans parcourent la campagne, traquant la bête à travers les bois et les collines. Mais l'animal semble toujours avoir un coup d'avance. On le signale ici, puis là-bas, toujours en fuite, insaisissable. Les rumeurs se propagent. Parle-t-on réellement d'un loup, ou s'agit-il d'une créature plus obscure? Une malédiction divine, un monstre né de l'enfer? Tandis que la psychose s'installe, la légende de la bête du Gévaudan est en train de naître. Face à la menace grandissante et aux meurtres de plus en plus nombreux, les autorités locales se retrouvent désemparées. La panique gagne les habitants et certains refusent même de sortir de chez eux. Alors, pour rétablir un semblant de calme, la noblesse et le clergé décident d'organiser les premières battues. Ce sont d'abord les paysans eux-mêmes qui se regroupent armés de faux, de fourches et de mousquets rudimentaires. Ils parcourent les bois en espérant surprendre la créature, qui semble insaisissable. Rapidement, l'affaire prend une ampleur nationale. Les autorités royales sont informées et les officiers locaux, incapables d'arrêter la bête, demandent de l'aide au roi. Louis XV, ce dernier, soucieux de calmer la population et de préserver l'image du royaume, décide d'envoyer un détachement militaire pour organiser des battues à plus grande échelle. On appelle donc le capitaine Duhamel. Officier aguerri, il est envoyé pour prendre la direction des opérations. Sa mission? Traquer sans relâche le fléau et redonner espoir aux habitants. L'ombre grandit face à un adversaire insaisissable. Pourra-t-il réellement inverser le cours de cette chasse infernale? Devant l'ampleur du massacre, le roi Louis XV décide d'intervenir. Il envoie le capitaine Duhamel, un officier expérimenté de la troupe de Clermont. Âgé d'une quarantaine d'années, militaire rigoureux et pragmatique, il prend les choses en main. Il est habitué aux affrontements, mais cette fois, son ennemi est invisible, insaisissable. Avec ses hommes, il organise des battues massives, fait poster des tireurs, quadrille le terrain et place des appâts dans l'espoir d'attirer la créature. Mais la bête est plus rusée que prévu. Elle évite les pièges avec une intelligence troublante, attaque ailleurs, disparaît avant d'être prise en chasse. Duhamel est frustré. Ses hommes, épuisés et terrifiés, commencent à douter. L'intervention de Duhamel devait marquer un tournant décisif. L'attaque de la bête du Gévaudan. Pourtant, malgré les efforts déployés, aucune prise n'a été réalisée et l'angoisse se fait de plus en plus grande. Le roi lui-même commence à perdre patience devant l'échec de l'armée royale face à un animal supposé. La presse britannique ne perd pas l'occasion de se moquer de lui et de son incompétence, surtout suite à la défaite de la Première Guerre mondialisée un an plus tôt. Une créature qui défie le royaume? Impossible. Louis XV prend la décision d'envoyer donc son meilleur homme, François-Antoine.
Plutôt que de compter sur des tactiques militaires, il fait appel à un expert de la chasse. Âgé de 56 ans, arquebusier du roi, il s'est illustré dans les plus grandes chasses royales et possède des connaissances précises des comportements de grands prédateurs. Il arrive avec une équipe choisie, des chiens spécialisés et du matériel de chasse sophistiqué. Contrairement à Duhamel, il met en place toute une stratégie méthodique de chasse. Il établit des plans précis, des postes de surveillance continue, et tout ceci redonne le moral aux habitants. Il est convaincu que la patience et la discipline permettra de débusquer cette bête insaisissable. En 1765, Louis XV envoie François-Antoine, expérimenté et méthodique. Il organise une grande traque avec des centaines d'hommes, des tireurs embusqués et des chiens dressés. Pour capturer la bête, plusieurs pièges sont mis en place. Des fosses profondes dissimulées sous des branchages, destinées à la piéger, des carcasses empoisonnées dispersées aux abords des forêts, et des lances affûtées installées en travers des passages étroits, où l'animal pourrait tenter de s'échapper. Des groupes de chasseurs sont aussi positionnés en embuscade près des points d'eau, où la bête est susceptible de venir s'abreuver. Pendant des semaines, la créature échappe aux pièges et aux embuscades, rendant la chasse éprouvante. Finalement, en septembre 1765, un loup exceptionnellement grand est abattu dans la forêt de Chazes. Il mesure près de 1,80 m du museau à la queue et pèse plus de 60 kg. Convaincu d'avoir tué la bête du Gévaudan, Antoine fait empailler l'animal et l'envoie à Versailles. Mais quelques mois plus tard, de nouvelles attaques surviennent. La peur revient et Antoine, vieilli et discrédité, quitte le Gévaudan, laissant la région toujours hantée par la terreur. Et ouais, les Anglais vont encore se foutre de nous. L'échec de François-Antoine marque un tournant dans l'histoire de la bête du Gévaudan. Après un court répit, la terreur refait surface avec une activité accrue. Comment expliquer que les attaques reprennent de plus belle alors que la bête a été abattue et exhibée à Versailles? Plusieurs hypothèses commencent à immerger. Certains commencent à murmurer qu'une seconde bête rôde, mâle, femelle. Ou pire encore, que la véritable menace n'a jamais été un animal. Face à l'impuissance des autorités, la panique regagne la population locale. Les paysans et les bergers, lassés de voir que leurs proches sont mutilés, massacrés, sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit, viennent à douter de la cour du roi. Les regards se tournent alors vers une figure locale, un homme connu, chasseur, descendant d'une famille de sorciers. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Respectés ou pas, ils feront appel à Jean Chastel. Jean Chastel est un habitant du Gévaudan, un homme de la terre et des forêts, dont la réputation oscille entre celle d'un chasseur expérimenté et celle d'un personnage énigmatique, presque mystique. Certains le disent proche des forces obscures, d'autres le voient comme un héros en devenir. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il connaît ses terres mieux que quiconque et qu'il a une motivation personnelle à mettre fin au règne de terreur de la bête. En juin 1767, Chastel participe à une nouvelle chasse organisée. Contrairement aux méthodes précédentes, il adopte une approche plus solitaire, patientant dans un lieu stratégique, son fusil chargé de balles en argent selon la légende. Lorsque la bête apparaît, il lève son arme, prend le temps de réciter une prière, puis fait feu. L'animal s'effondre sur le coup. À la différence du loup tué par Antoine, cette nouvelle créature présente des caractéristiques inhabituelles. Une morphologie étrange, des blessures anciennes suggérant qu'elle aurait survécu à plusieurs affrontements, et un comportement qui tranche avec celui d'un loup ordinaire. Cette fois, les attaques cessent définitivement. Aujourd'hui encore, le mystère de la bête du Gévaudan demeure. Était-ce un loup d'une taille exceptionnelle, un hybride dressé pour tuer, ou un animal inconnu de la science? Certaines théories parlent d'un animal exotique échappé d'une ménagerie. D'autres parlent d'un complot royal pour détourner l'attention de crises politiques. Ce qui est sûr, c'est que cette créature a marqué l'histoire et les mémoires, laissant une empreinte indélébile sur le Gévaudan et ses habitants. La bête appartient autant à l'histoire qu'à la légende.
Et peut-être que quelque part continue-t-elle à rôder dans les forêts de la Lozère. Pourtant, certains chercheurs énoncent des théories troublantes. Et si derrière ces attaques, les mutilations, les agressions, se cachait tueur en série? L'idée d'un homme profitant de la peur et de l'isolement pour commettre ses méfaits n'est pas à exclure. La violence des mutilations, la persistance des attaques, et ce malgré de nombreuses battues. Et l'intelligence prêtée à la bête pourrait correspondre à un mode opératoire d'un criminel, utilisant un animal dressé ou un costume pour se prêter ses méfaits. Jean Chastel intrigue les chercheurs. Certains pensent que son fils Antoine, dépeint comme un homme marginal et qui aurait ramené des animaux exotiques, fut aidé par un seigneur local afin de dresser les animaux et de commettre des méfaits. Une piste qui ne peut être confirmée mais qui jette une ombre supplémentaire sur un mystère déjà épais. Bonsoir. Vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Il fait froid dehors. Laissez-nous entrer. Juste un instant.